Une semaine après Djerba, qui a accueilli le 38e sommet de la francophonie, nous ramenons sur la table du forum de cette semaine la question suivante: à quoi sert la communauté des pays ayant en partage la langue française? Nous avons trois invités au studio pour en parler. Anani Sossou est avec nous. Monsieur Sossou, bonjour. Bonjour Louis. Gilles. Gilles plutôt, je dis Louis. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Anani Sossou est consultant en analyse, en communication politique, en analyse politique également. À côté de lui, juste à côté, l'homme de Djerba, Louis Magloire Kemayo. Bonjour. Bonjour Gilles. L'homme de Djerba, parce que vous avez assisté à ce sommet. Tout à fait, un sommet qui était assez particulier parce que le format n'était pas celui auquel on est habitué jusqu'à présent, et puis c'était le sommet du cinquantenaire également, donc il y avait plusieurs éléments qui faisaient que c'était un sommet entièrement à part. Et notre troisième invité, l'habitué de ce plateau, l'ancien ambassadeur, journaliste Kegewe Sogoyou est avec nous. Monsieur Kegewe, bonjour. Gilles, bonjour. Moi, je n'ai pas eu la chance d'être à Djerba. Je suis un peu jaloux de mon jeune frère Kemayo. Ça ne fait rien, on va en parler. On ne peut pas démarrer cette émission sans faire un clin d'œil. La Coupe du Monde qui a démarré sur New World TV. Voici une semaine. Une semaine que New World TV tient le coup, Kegewe Sogoyou. Oui, il tient le coup, c'est vrai. New World fait de son mieux. C'est pas facile. Et il nous revient souvent que les gens disent que les décodeurs, la vente, l'activation, tout ont des problèmes. Mais en fait, si New World a commis une faute quelque part, il faut avouer que les téléspectateurs que nous respectons et que nous souhaitons toujours plus nombreux, au départ, n'ont pas fait confiance que effectivement New World va avoir l'exclusivité. Les gens leur ont menti en disant que c'est Canal. Et comme dans la tête de beaucoup d'Africains, un noir ne peut pas faire ce travail, bon, ils ont cru que c'est Canal jusqu'à la dernière minute. Et c'est à la dernière minute qu'ils se rendent compte qu'effectivement, non seulement un Africain, mais un Togolais était en train de réussir cette prouesse. Donc on s'excuse qu'ils aient attendu jusqu'à la dernière. On se dit que Gilles, toi et moi, on n'a pas pu les convaincre. Dans tout ce qu'on disait ici, on n'a pas pu les convaincre de se lever et d'aller acheter le décodeur. Donc, pour tous les désagréments, vraiment, on s'excuse. Anani Sossou. Oui, en effet, moi, ce que je regrette, c'est la malhonnêteté de Canal, qui a quand même essayé de faire des publicités mensongères. Et d'ailleurs, la Ligue togolaise des consommateurs en a parlé. Jusqu'au dernier moment, ils sont en train de convaincre leurs abonnés que c'est Canal qui va diffuser tous les matchs de la Coupe du Monde, alors qu'ils savaient très bien qu'ils n'ont pas la licence et les droits de diffusion. Donc c'est tellement malhonnête de leur part. Et puis au niveau des Africains, il aurait fallu de la part de cette société d'avertir au dernier moment leurs abonnés qui n'allaient plus. Ils auraient pu le faire plus tôt, contrairement à ce qu'ils ont annoncé. C'est une concurrence. Est-ce qu'on appellera mais ça une concurrence? Mais c'est du mensonge. C'est du mensonge, puisque vous savez que vous n'avez pas le droit, et puis vous dites à vos abonnés que vous allez quand même diffuser, alors que tous les abonnés ont attendu le dernier moment pour se ruer sur les showrooms de New World TV pour acheter les décodeurs. Je trouve quand même ça malhonnête de la part de Canal+, et qu'il est enfin temps que l'Afrique les Africains comprennent que l'Afrique peut évoluer sans l'Occident. Louis Magloire Kemayo, moi avec vous, je voudrais revenir sur le terrain. Pour les pays africains, ça ne se passe pas très bien. Pour votre pays, le Cameroun par exemple, le Cameroun a été battu par le Cameroun. Oui, c'est très bien dit. Le fait est qu'aujourd'hui, vous avez des joueurs comme Mbappé, comme Mbolo qui vous a mis d'ailleurs le but vainqueur. Oui, mais c'est le football et c'est une question de professionnalisme. Même si les Camerounais, ils jouent pour la Suisse et il doit bien jouer. C'est ce qu'il a fait à notre détriment. On devra faire mieux les prochaines fois. L'Argentine a été battue au premier match. Elle s'est rattrapée au second match en remportant son match contre le Mexique. Et on se souvient que lors de la Coupe du Monde en 1990, l'Argentine avait perdu son premier match contre le Cameroun, mais c'était hissé jusqu'en finale sans aucune difficulté. Donc espérons que ça n'a été qu'un faux pas, que le Cameroun ayant battu le Cameroun, les Camerounais trouveront assez de ressources pour aller plus loin dans la compétition. Je ne suis pas d'accord avec cette histoire de le Cameroun a battu le Cameroun. C'est un joueur d'une équipe d'un autre pays. Il est suisse. Il est suisse. Et surtout, il a dit, le pauvre, il a dit
qu'il voulait jouer pour le Cameroun. On lui a dit que son papa devait aller négocier avec quel ministre. C'est quoi cette règle? Voilà, c'est quoi cette règle-là? Ou bien il est un bon joueur. C'est arrivé avec Mbappé également, à qui on a demandé de l'argent pour... Parce que ces lourdeurs administratives-là, il faut qu'on les enlève du sport. Et que vraiment les talents... Au-delà des lourdeurs, la vraie corruption même. Voilà. Parce que pour le cas de Mbappé, on lui a demandé de l'argent. Voilà. Et que vraiment des spécialistes détectent de loin les talents, les vrais talents. Le fait est, de mon point de vue, que le football camerounais a connu énormément de périodes de turbulence. On ne peut pas faire comme si ça n'a pas existé. Même en 90, quand l'équipe du Cameroun produit l'exploit d'arriver en quart de finale, la désorganisation qui avait caractérisé la préparation de cette coupe-là est telle qu'on a oublié, parce que les résultats ont été au rendez-vous. Mais le fait est que depuis que le Cameroun participe aux grandes compétitions internationales, il y a toujours des problèmes d'organisation. L'arrivée de Samuel Eto'o-Fils, qui a été élu à la tête de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, a donné l'impression, a donné l'espoir à beaucoup de Camerounais qu'on allait enfin restructurer, puisque ce sont des professionnels qui connaissent la chose, qui allaient s'en occuper. On retombe dans les mêmes travers, espérons. Il y a beaucoup de pesanteur en ce qui concerne Samuel Eto'o. Vous ne lui laissez pas les mains libres pour faire le travail. Qui ne lui laisse pas les mains libres? Ce sont les Camerounais qui ne lui laissent pas les mains libres, ou bien c'est lui qui ne laisse pas les mains libres à d'autres personnes. Enfin, je considère que chacun doit faire sa part du travail et que... S'il est élu président, il faut le respecter. Tout le monde le respecte. Je crois qu'il est respecté par tout le monde. Il a même eu des problèmes avec le ministère des Sports. Parce que le ministre actuel de tutelle n'en voudrait pas de Samuel Eto'o. Donc depuis qu'il a été élu, ça a été vraiment une bataille rangée entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Comment vous voulez, alors que dans ce sens, il y a de la discipline et de l'ordre pour redorer le blason du football camerounais? Ça, c'est un grand problème. On voit en Samuel Eto'o un dictateur au niveau de la FECAFOOT. Moi, je n'en trouve pas. Parce qu'avec toute la bouillabaisse au sein de la FECAFOOT, il faut quelqu'un quand même de poigne pour redresser la barre, pour que le football soit le football et qu'on éloigne du football tous les business tout autour, tous ceux qui s'enrichissent aux dépens des joueurs. Et n'oubliez pas d'ailleurs que Samuel Eto'o en fait beaucoup. Justement, est-ce que c'est là le problème? Mais tous ceux qui s'enrichissent dans le dos du football, là, et si on veut opérer ces réformes, ils deviennent des opposants et bien sûr, ça crée des problèmes. Il faut nettoyer, comme dirait un politicien français, l'écurie d'Augias. Il faut nettoyer tout ça. Et puis il faut vraiment quelqu'un qui a de la pointe pour le faire. Et je crois que le procès qui est fait à Samuel Eto'o aujourd'hui, c'est un procès qui est alimenté et animé par ceux qui ont mis le football camerounais dans cette difficulté. Oui, mais pour revenir rapidement à notre débat, parce que l'objet, ce n'est pas la Coupe du Monde, mais je voudrais votre avis quand même sur la prestation des équipes africaines. C'est quand même inquiétant. On voit les équipes asiatiques monter en puissance. Mais en Afrique, nous avons les mêmes problèmes. La nonchalance dans le jeu, des erreurs de positionnement, et à la fin on prend un but gag et on se fait éliminer. D'année en année, ce sont les mêmes performances qui se répètent. Il n'y a aucun doute sur la performance des Africains pour le football. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Si au moment de la sélection, on prend le cousin du ministre plutôt que le bon gardien de but, ça donne les résultats que tu décris. Parce que beaucoup sont là-bas, non pas parce qu'ils étaient mieux que les autres qui sont restés à la maison, mais parce qu'ils avaient des relations. Tu parlais de Mbappé, on demande l'argent pour qu'il joue dans l'équipe nationale. Le pauvre qui vient de marquer un but contre le Cameroun, il est allé... Mbolo. Bon, il voulait bien jouer pour son pays, il aime son pays. On lui a dit non, ton papa doit aller négocier avec le ministre. Il négocie quoi? Il faut qu'on nous explique ça. Non, moi je crois voilà comment les meilleurs sont partis. Ouais, je crois qu'avant de faire le procès à ce niveau, je ne suis pas spécialiste. Je voudrais déjà le préciser pour que les choses soient claires. Je ne connais pas le fond des dossiers, ni des relations de Eto'o avec l'administration camerounaise, ni avec les joueurs. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour une fois, l'Afrique est allée en Coupe du Monde avec des entraîneurs qui ne sont pas des sorciers blancs. C'est déjà quelque chose qu'il faut souligner parce que c'est très rare. On n'a pratiquement jamais eu cela. La deuxième chose, c'est que notre football est dans un marasme tel que, quand vous regardez les formations africaines aujourd'hui, dire que le football africain a progressé serait un mensonge. Parce que tous nos joueurs, au moins 80, voire 90%, évoluent dans des championnats à l'extérieur du continent africain. Oui, mais ça n'a pas empêché le Nigeria de tutoyer les... Non, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un accident heureux
qu'on doit se focaliser sur lui et dire qu'on est en train de réussir. Il faut plutôt se baser sur les conditions qu'on peut réunir pour que les choses se fassent dans la durée. Pas qu'il y ait des coups d'éclat comme le Cameroun en a fait en 1990. Il faut créer les conditions pour que ce soit durable. Vous mettez la France, la Suisse ou le Japon dans les mêmes conditions que les formations africaines, vous aurez exactement les mêmes résultats. Statistiquement, vous n'allez pas vous planter. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut que le football dans nos pays progresse, que ce ne soit plus une discipline où on a des mercenaires qu'on va chercher dans le championnat français, dans le championnat américain ou ailleurs. Il faut que le foot en Afrique devienne un sport national qui est capable de produire ses stars sur le plan national et de les exporter si besoin est, mais de garder quand même une capacité d'animation sur le terrain national qui soit réelle. Si nous ne pouvons pas produire cela, ne soyons pas surpris que les autres soient meilleurs que nous. Nous aurons toujours à demander pourquoi Zidane a choisi la France plutôt que l'Algérie, pourquoi Mbappé a choisi la France plutôt que le Cameroun, mais ça ne résout pas le problème. Tous les talents que nous avons ici à l'état brut et qui par moments se retrouvent au Qatar, se retrouvent en France, en Allemagne et autres, si on les avait bien encadrés sur le plan national, ils joueraient sous les couleurs de nos formations nationales. Et peut-être même que si Mbappé était dans l'équipe nationale du Cameroun, il n'aurait pas les mêmes performances que ce qu'il est en train de faire avec l'équipe de France. Moi, je pense plutôt que les choses évoluent. Hein. Contrairement aux années passées, quand on voit l'évolution du football africain, je crois que les choses évoluent dans le bon sens. Je prends pour exemple la sélection sénégalaise. Il y a de la discipline dans le football sénégalais et ce n'est pas une question de corruption là-bas, ce n'est pas une question d'argent ou bien ce n'est pas une question de vautours qui s'accaparent de la fédération pour en faire n'importe quoi. Le problème, je vais prendre également l'exemple du Maroc. Les clubs maghrébins sont des clubs mieux organisés avec un championnat qui réussit mieux que le championnat subsaharien. Mais le problème au niveau de nos clubs que j'ai constaté dès l'entame de ce mondial, c'est que les équipes africaines produisent du beau football. Mais ce qui manque, c'est le réalisme et le pragmatisme dans le camp adverse au niveau des buts. Il veut faire, je ne sais pas, pratiquer un football tellement technique. Et c'est vrai avec le Ghana. Du beau, ils veulent faire tellement du beau qu'ils oublient que l'essentiel. Qui aurait pu dominer le Portugal. Du beau football, mais c'est d'être réaliste et de marquer des points. Quand vous voyez le jeu que le Ghana a produit la dernière fois, quand vous voyez le jeu, surtout du Sénégal. Même le Cameroun, hein. Même du Cameroun, même le jeu du Sénégal, qui a perdu, qui a craqué au dernier moment. En perdant 2-0. Vous avez vu le football, ils avaient tellement d'occasions qu'ils ont raté. Ils n'ont pas été réalistes, ils n'ont pas été pragmatiques. Vous voyez par exemple le changement qu'a opéré le coach Otto Addo. Oui. Ben, ce sont des changements hasardeux. Comment est-ce qu'on peut choisir les deux meilleurs qui étaient sur le terrain, on les remplace pour... Oui, ben peut-être que Koudous avait déjà un carton jaune, on voulait le protéger. Koudous, c'était l'animateur justement. Mais avec un carton jaune. Ouais, ben avec un carton. Il fallait préserver pour le match suivant. Est-ce que c'est là l'enjeu? Au lieu de lui demander d'être beaucoup plus prudent dans les contre-attaques. Ouais, c'est facile de le dire après le match, hein, sinon... C'est facile de le dire, mais pour revenir à ce que Louis Kemayo dit, je pense que le football africain évolue bien. Parce qu'il y a quelques années, c'était vraiment une totale pagaille, comme dirait le président béninois, une totale pagaille. Mais aujourd'hui, les choses sont en train d'être ordonnées. Donc on doit croire en l'avenir. Hein, vous mettez la réussite du football africain en perspective. Hein. Oui, ça c'est vrai, mais il n'y a pas à désespérer. Hein. On peut peut-être chuter une fois, faire des contre-performances, mais le football africain est immortel. Donc pour une fois, ce n'est pas la France qui est derrière donc les mauvaises performances des équipes africaines. Non, mais attends, vous mettez en doute la crédibilité de ceux qui accusent la France, parce qu'il y a des domaines précis dans lesquels on l'accuse. On ne va quand même pas l'accuser du fait que cette année l'Harmattan est sorti plutôt à Kara. Donc ça, il ne faut pas mélanger les gens. Vous voulez nous discréditer? Non, pas du tout. Ce n'est pas l'objet de notre question. On a vu votre piège à distance. Il ne faut pas aller sur ce terrain avec l'ambassadeur, sinon... il veut nous discréditer, on ne va pas te laisser faire. Sur notre sujet, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que la francophonie, qui est la communauté des pays en partage la langue française, est un instrument de la colonisation, une sorte d'aile marchande de la France-Afrique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Nani Soso?
Ben, écoute, c'est un héritage que nous avions et que nous ne pouvons pas occulter non plus. Il faut dire que apprendre une autre langue, c'est déjà une ouverture sur le monde. C'est déjà une richesse personnelle de pouvoir comprendre ce que l'autre dit. Et moi, je trouve également que nous avons encore beaucoup plus de chance en Afrique que nous parlons nos vernaculaires, nos langues locales que les Occidentaux ne comprennent pas ou ont de la peine à comprendre. En Afrique, par exemple, il y a 62% de la population qui est francophone. Non, pas 62% de la population, mais le monde francophone est composé de 62% de francophones africains. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, dans la francophonie, avec les 88 États, il y a plus de la moitié qui parlent le français sont en Afrique. Et nous avons cette chance-là d'avoir cette ouverture sur le monde francophone. Donc vous voulez parler d'ouverture, mais parler la langue de l'autre, est-ce que ça ne pose pas un problème? Non, vous avez sorti un vocable tout à l'heure, vernaculaire. Oui. Le vrai sens de vernaculaire, avec son sens étymologique, c'est la langue de l'esclave. D'accord? Oui, bien sûr. Dans ce sens-là, est-ce que parler la langue de l'autre ne pose pas un problème? Non, moi je ne trouve pas que ça pose un problème, puisque aujourd'hui il y a beaucoup de pays qui parlent d'autres langues en dehors des langues locales, notamment l'anglais, notamment aujourd'hui dans nos universités africaines on apprend même. Oui, mais c'est pas un choix, le mandarin. Cette langue a été imposée. Oui, c'est ça. C'est une chance pour nous d'apprendre d'autres langues et d'avoir cette ouverture, cette culture. Il est vrai que ce sont des langues qui nous ont été imposées par le colonisateur au détriment de nos langues locales. Mais au-delà de ça, il faut voir l'aspect plutôt positif de cela. Imaginons que dans un monde aussi globalisé aujourd'hui, dans un monde aussi mondialisé, imaginons que nous ne parlons que nos langues locales, le vernaculaire comme langue de l'esclave. Imaginons cela un seul instant. Et que dans ce monde-là, nous devrons aller, par exemple, faire des études à l'extérieur. Nous devons commercialiser. Nous devrons être à la pointe de la technologie pour développer l'Afrique au niveau de l'agriculture, au niveau de l'industrialisation, etc. Que nous n'avons que nos langues locales et que nous ne comprenons aucune langue, ni l'anglais, ni le français, etc. Comment est-ce que nous pouvons limer nos cerveaux contre celles des autres si nous n'avons pas cette opportunité-là d'apprendre les langues des autres? Donc, le débat, pour moi, ne se pose pas en ce sens pour qu'on dise que nous avons une langue d'esclaves. Mais au contraire, nous profitons de cet aspect-là pour pouvoir plutôt coloniser la langue de l'autre. Voilà, de mon point de vue. Je crois quand même que, en tant qu'Africain, on doit faire preuve de discernement. La francophonie, le français, est une fenêtre ouverte sur le monde pour nous. Mais dis-toi, Gilles, que s'il n'y avait pas le français, je ne sais pas si tu peux causer avec moi. Moi, je parle kabyle, tu vas me parler évé. Je ne suis pas, tu n'es pas sûr que je comprenne bien évé, et moi je ne suis même pas sûr que tu comprennes ne serait-ce qu'un peu kabyle. Malade fâché. Donc la langue française est une bonne chose. C'est-à-dire que vous voulez dire qu'avant l'arrivée des colons, vous voulez dire que les peuples africains ne parlaient pas entre eux? Mais ils parlaient entre eux, mais comment? Ça dépend. Les émissaires, c'est-à-dire que des royaumes africains envoyaient des missions diplomatiques dans d'autres royaumes, mais il faut toujours un interprète. Alors, Gilles, la seule chose que je déplore pour la francophonie, c'est qu'elle ne soit pas plus étendue. Imaginez-vous, nous sommes à Lomé, à vol d'oiseau, la télévision New World se trouve à moins de 2 km du Ghana. Vous allez au Ghana, vous parlez français, on vous regarde comme ça. Je souhaiterais, d'ailleurs le Ghana s'intéresse à la francophonie, je crois, le Ghana, le Nigeria, c'est pour faire en sorte qu'entre nous, on puisse communiquer. Sinon, pour voyager au Nigeria, tu dois parler anglais, mais s'il n'y avait pas cette langue que nous allons appeler langue coloniale, pour aller au Nigeria, il faut parler le Igbo, le Yoruba, le Hausa, le Kanuri, Mais attends, on ne s'en sort pas. Donc, ces langues ont au moins nivelé de telle sorte qu'on puisse se parler entre nous. Et moi, ce serait difficile de dire du mal de la langue française que j'utilise d'ailleurs. Vous voyez, moi je suis heureux quand j'ai regardé la carte du monde avec le français. Vous allez de Paris jusqu'au Vanuatu, en plein Pacifique. Est-ce que vous voyez? C'est une bonne chose. Mais malheureusement, je crois que
Si certains pays même se réclament de la francophonie, sur le terrain, ils ne parlent pas français. Et quand vous arrivez dans ces pays, c'est une catastrophe. Même des pays d'Afrique du Nord sont dans le cas. Là où on a fait la rencontre, le sommet de la francophonie, quand vous allez à Tunis, on ne vous accueille pas avec le français. Choukran, c'est pas français. Mais bon, c'est leur langue et ils sont fiers de parler leur langue. Nous sommes fiers pour eux aussi. Louis Magloire Kemayo. Non, je crois que le débat mérite d'être posé. Mais il faut le poser en retirant les complexes qu'il peut avoir. La première chose, c'est que le français n'est pas parlé que dans les anciennes colonies françaises. Vous avez aujourd'hui, par exemple, la Suisse, la Belgique, le Canada, qui sont des pays francophones, mais qui ont d'autres langues en dehors du français. Vous prenez la Belgique, vous avez leur bataille qu'ils ont entre wallon et flamand. Vous prenez la Suisse, vous avez le romanche, vous avez les langues italiennes et allemandes qui sont utilisées en plus du français. Vous arrivez au Canada, vous avez le français et l'anglais. Vous venez sur le continent africain, le Cameroun parle le français et l'anglais. L'île Maurice est dans la même position. Le Rwanda, dont la secrétaire générale est originaire, a 4 langues officielles. C'est-à-dire qu'à côté du français, vous avez d'autres langues qui sont des langues officielles. Il faut souligner qu'ils ont abandonné le français pour l'anglais. Non, ils n'ont pas abandonné. Il y a 4 langues officielles. C'est-à-dire en dehors du Kinyarwanda, vous avez le Swahili, vous avez le français, vous avez l'anglais. Oui. Il y a 4 langues. Personne n'a été abandonné. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, il y a du côté africain un héritage colonial qui est celui de la langue du colon, mais de l'autre côté, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas été colonisés, mais qui ont le français en partage, en plus d'autres langues qu'ils utilisent déjà. Donc, ce n'est pas une situation d'exclusivité. Ce n'est pas un mariage monogamique qui a été fait avec la langue française. C'est un mariage qui permet une ouverture sur le monde, comme le disaient mes interlocuteurs, mes autres interlocuteurs. Et à côté de ça, n'oublions quand même pas que chaque année, l'Académie française enrichit, ça est enrichi par de nouveaux mots, notamment des mots en provenance du français d'Afrique, et que nous ne subissons pas complètement à cette colonisation-là. Par moments, nous arrivons aussi à ce carrefour du donner et du recevoir, à produire du contenu qui est usité ailleurs. Donc, pour moi, le débat se pose en termes de ne se pose pas uniquement en termes de nous sommes dominés, mais également de l'initiative qui est la nôtre. L'initiative de créer la francophonie a été celle de pays du Sud. Vous prenez le président Senghor, vous prenez le président Diori, vous prenez le président Habib Bourguiba, en plus de leur homologue qui venait du Vietnam. Ce sont eux qui ont eu l'initiative de créer la francophonie. Et elle est devenue aujourd'hui une réalité. C'était dans les années 70, 50 ans après. Qu'est-ce que nous en avons fait? Voilà la question qui doit être posée. Est-ce que nous continuons de la subir? Est-ce que nous continuons de l'identifier à la seule France, alors que vous avez d'autres pays au nord qui sont également concernés? Est-ce que c'est un outil qui permet une véritable intégration dans le marché de la mondialisation? Ça, c'est à nous d'y répondre. Si nous voulons subir les conséquences, subir simplement la francophonie, nous la subirons comme tout le monde. Mais est-ce qu'on ne peut pas ne pas subir la francophonie? Est-ce qu'elle ne ressemble pas à une chaîne qui est donnée aux colons, entre guillemets, pour enchaîner davantage les colonies au-delà de la... Non, la France, le français n'empêche pas les Africains de parler d'autres langues, à commencer par leur langue maternelle. C'est vrai, à notre temps, à l'école, il y avait ce qu'on appelait le signal. Si tu parles la langue maternelle, bon, on te file un mauvais signe là, c'est une sanction pour t'humilier devant les autres. C'est fini, cette histoire-là. À notre temps, c'est dans les années 60-70. Oui, mais dans beaucoup de familles encore aujourd'hui, on commence par l'enseigner. Mais qu'est-ce que tu veux s'il y a des enfants? Attends. Qu'est-ce que tu veux s'il y a des noirs plus noirs que moi qui veulent se faire passer pour des Français et ils trouvent que quand l'enfant parle leur langue maternelle, c'est une honte. Ça, c'est leur problème. C'est pas la France qui a institué ça. Les Africains, excusez-moi, il y en a qui sont bêtes. Ils sont bêtes, c'est tout. La France ne peut rien contre leurs bêtises. Comment tu peux demander à ton enfant de parler le français avant de parler la langue maternelle? Donc ça, c'est la bêtise des Africains, elle est propre aux Africains, parce qu'aucun Arabe ne ferait ça, aucun Chinois ne ferait ça, aucun Vietnamien, aucun Papou, aucun Esquimau ne ferait ça. Mais les Africains font ça. Et il est content quand son enfant de 2 ans commence à parler français avant de savoir dire bonjour dans sa langue maternelle. C'est la bêtise noire. On ne peut rien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, je disais tantôt, pour une fois, on ne peut pas tout mettre sous le dos de la France. Ce n'est pas la France. La France est là. Moi, je parle français. Je parle anglais. Je parle allemand. Quand les autres pays, comme notre pays, le Togo, est allé au Commonwealth, aussi loin que porte mes souvenirs, la France n'est pas contre.
Est-ce que vous voyez? Donc, la France, avec le français, accepte l'ouverture. Et c'est ça que nous devions féliciter chez la France. La France ne nous oblige pas. Je peux venir ici, Gilles, je te dis, moi, je parle anglais. Si tu veux, bon, on fait le débat en anglais. C'est pas la France. Donc, moi, je crois quand même que... je répète que ce que je déplore, j'aurais souhaité que le français soit plus étendu à d'autres pays pour nous faciliter nos déplacements. Quand vous allez aujourd'hui, vous êtes un homme d'affaires, vous allez dans le monde arabe, vous parlez français, bon, on vous entend, on vous comprend, plus ou moins. Vous allez, malheureusement, dans certains pays, tu arrives en Chine, c'est la nuit noire. Tu vas à Singapour, c'est la nuit noire quand tu parles français. Je souhaiterais plutôt que le français s'étende dans ces pays, que au moins, ne serait-ce que les hommes d'affaires, moi je ne suis pas un homme d'affaires, mais au moins que nos hommes d'affaires, quand ils voyagent, ils puissent se faire comprendre. C'est nécessaire. Oui, est-ce que ce n'est pas un souhait utopiste? Parce que quand on analyse les choses, on voit que l'anglais prend beaucoup de place au détriment du français. Mais moi, je voulais revenir un tout petit peu en arrière sur ce que disait l'ambassadeur. Je crois que, d'ailleurs, l'une des thématiques plutôt abordées à Djerba, c'était la diversité. Le français, la diversité, le numérique, je crois bien, si je ne me trompe pas. Hein. Donc, il y a déjà cette diversité. C'est le noir surtout, qui est tellement complexé, l'Africain noir qui est tellement assujetti, qu'il ne sait pas que parler sa langue locale est une richesse aussi, qu'on devrait avoir, qu'on devrait perpétuer. À supposer que nos parents, qui ont été à l'école coloniale française, ont refusé de nous parler nos langues maternelles, nos langues locales. Mais est-ce que nos langues locales ne seront pas appelées à disparaître? Comme le font certains jeunes cadres aujourd'hui qui disent non, nos enfants doivent parler français à la maison, on leur donne même des répétiteurs en français qui ne leur parlent que français, tout en ignorant que dans le village d'où on vient, l'enfant a de la famille qui doit converser avec sa grand-mère, avec son grand-père, etc. Donc ça, ce n'est pas la faute à la France, c'est la faute à ceux qui ont mal compris Est-ce que c'est leur faute? Pourquoi n'existe-t-il pas un vrai débat sur la problématique linguistique? Non, le problème aussi... Que faire de nos langues maternelles le problème aussi, à côté des autres langues? Les gouvernants, nos chefs d'État africains n'ont pas pensé à changer le système éducatif qu'on a hérité du colonialisme. Comme vous voyez nos programmes scolaires aujourd'hui, ce sont des programmes qui datent de la période coloniale. Quand on apprend aujourd'hui à l'Africain de mémoriser, de connaître la carte géographique de la France, de connaître les départements de la France, de connaître les fleuves qui traversent les États-Unis, quand on leur dit d'étudier par exemple ce que c'est que le soft coast, le cold coast, ça sert à quoi pratiquement aujourd'hui dans l'éducation et dans le futur d'un Africain? Moi, je ne trouve pas. Il faut d'abord que nos gouvernants plutôt, pensent à changer le système éducatif qu'on a hérité du colonialisme, tout en intégrant aujourd'hui l'étude de nos langues maternelles, la valorisation de nos langues locales. Et je crois que, autant par exemple au Togo, autant des Adema, le Kabyé et l'Evé étaient des langues qui étaient étudiées à partir du collège. Mais tout ça a été abandonné après la révolution 75, si j'ai bonne mémoire. Hein, il me semble que ces langues nationales reviennent dans les programmes d'éducation. Ce serait une bonne chose. Oui. C'est la démocratie qui a donné le coup de grâce aux langues nationales à partir de 1991. Parce que quand on parle, il faut qu'on situe les événements dans leur contexte. C'est vrai, pour imposer les deux langues, ce n'était pas facile, mais ça commençait à prendre. Mais avec la démocratie, on a dit que dans un pays démocratique, il y a droit de l'homme, il y a liberté d'expression. On ne peut pas imposer une langue, surtout une langue sauvage, à des enfants civilisés. Appelons les choses par leur nom. On va revenir sur ce débat. Mais Louis Magloire Kemayo, si je vous comprends bien, vous pensez que la francophonie est une opportunité, mais il revient à chaque pays de saisir ces opportunités. Pour vous, qu'est-ce que ça peut apporter la francophonie à nos pays? La francophonie, pour moi, est un espace non seulement de dialogue, mais surtout d'échange. Et on n'échange pas ce qu'on n'a pas. L'ambassadeur parlait tout à l'heure des hommes d'affaires qui pourraient aller prospecter dans de nouvelles contrées. C'est le cas aujourd'hui avec la francophonie. Il y a une francophonie économique qui est née et qui fait que par moment, les hommes d'affaires qui veulent commercer entre eux
peuvent dans cet espace-là trouver le moyen de le faire. Ils sont accompagnés par la francophonie là-dedans. C'est-à-dire que ce n'est plus uniquement l'amour de la langue, la défense de la langue, ce n'est plus uniquement la politique, c'est également les affaires. C'est-à-dire on est vraiment dans quelque chose de très concret. Et c'est également le soutien aux couches les moins favorisées de la population, qu'il s'agisse de la jeunesse, qu'il s'agisse des femmes, qu'il s'agisse des personnes âgées. La francophonie est en train aujourd'hui de se recentrer sur des actions beaucoup plus concrètes, c'est-à-dire qu'avant, quand il y a eu l'agence de coopération et d'action culturelle qui existait, il y avait une physionomie. Après, elle a évolué. On est passé du tout culturel au tout politique avec la domination de Boutros Boutros-Ghali, qui était un diplomate et un homme des relations internationales très reconnu. Puis Abdou Diouf est venu. Puis il y a eu l'ancienne présidente du Canada, gouverneur du Canada, pardon. Et aujourd'hui, on a Louise Mushikiwabo qui a décidé de faire en sorte de pousser non pas sur un éparpillement des actions, mais vers un resserrement de ces actions sur le terrain qui permettrait d'avoir des résultats concrets sur des thématiques limitées. Et donc je crois que ça, c'est quelque chose qui peut être concret. Il y a eu des manifestations économiques qui ont été organisées dans plusieurs pays, notamment au Gabon, au Liban, au Rwanda. Et je crois que ce type d'action-là apporte du concret. C'est-à-dire que pour les gens, on sort de la théorie pour entrer dans quelque chose de concret qui peut rapporter de l'argent. Et si donc la francophonie peut aider les hommes d'affaires, peut aider la jeunesse, peut aider les femmes et les personnes âgées, je crois que c'est déjà ça de gagner. Parce que ça devient une francophonie des peuples. Ah ouais. Les fidèles téléspectateurs nous suivent, vont commencer par réagir et nous relayerons les questions dans la seconde partie de New World Forum. Je rappelle le contact plus 228 96 46 10 31 plus 228 96 46 10 31. Dites-nous ce que vous pensez de la francophonie. Est-ce que c'est une communauté qui peut conduire nos pays au développement? Vos questions sont attendues. Monsieur Kegewe Sogoyou, est-ce que la francophonie n'aurait pas été un instrument de vrai développement si à la base nous étions intéressés aux langues nationales? Je ne sais pas, il n'y a pas de communauté par exemple autour de nos langues maternelles, pas de communauté de Kabylie, pas de communauté Ewe, pas de communauté Ashanti. Est-ce qu'il ne manque pas ce recentrage d'abord avant de s'ouvrir sur le monde? Mais il y a la communauté Ashanti. Moi je te dis, il faut aller au Ghana, ils parlent tous Ashanti. Les radios, les télévisions, c'est Ashanti en boucle. Il y a ça au Ghana. Et ces gens, quand ils sont à l'étranger, tu les vois, ils sont fiers. Il faut d'abord voir comment les footballeurs ghanéens sont arrivés au Qatar. Ils sont arrivés en ghanéen. C'est pas les francophones qui singent toujours le blanc. Il faut suspendre une cravate comme la queue d'un singe. Et les Ghanéens ne sont pas dans cette logique-là. Ils sont arrivés en tant que Ghanéens. Ça, c'est un. Et il a parlé tantôt du désir de la nouvelle présidente de la francophonie de recentrer les actions au lieu de s'éparpiller. Mais l'éparpillement et la politisation de la francophonie, élection où les observateurs de la francophonie ont fait quoi, où la francophonie, mais ça ne donne rien. L'objectif de la francophonie, c'est pas de venir apprendre le français à nos politiques. Nos politiques parlent déjà français. Donc ce recentrage, je crois qu'il est le bienvenu. Mais vous voyez, Macron, le président Macron, comme il a l'art de gâter tout ce que ses prédécesseurs ont construit en Afrique, et il s'est fendu d'une blague, j'appelle ça une blague, contre les panafricanistes pour dire qu'ils n'ont que le français, ils critiquent la France mais ils n'ont que le français. Mais attention, la plupart des panafricanistes, ils sont camerounais, ils sont bilingues. Et en Afrique d'ailleurs, nous maîtrisons beaucoup de langues. L'Africain apprend rapidement. Si tout à l'heure, la France peut se payer nos têtes parce qu'on parle sa langue, on peut passer au mandarin, on peut passer au russe, au japonais, on peut passer à toutes les langues des Africains. Ils ont cette aptitude. Donc c'est pas la peine qu'ils crient victoire avec la queue du cheval, que oui, panafricain, on parle français, mais on s'en fout complètement, on peut parler d'autres langues. En plus, je crois que ça devrait plutôt être un motif de satisfaction pour lui, parce que si on l'insulte dans sa langue, au moins il comprend de quoi on parle. On peut se passer du français dans la lutte panafricaniste, donc qu'il se calme. Les autres présidents français ne raisonnaient pas comme lui. Mais dans cette lutte panafricaniste, est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'identifier une langue africaine autour de laquelle... Oui, on ne va pas perdre le temps à ça. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dire que le panafricanisme, bon, on va tous parler le Haoussa, mais on n'en finira pas le temps que vous finissez d'apprendre le Haoussa ou le Swahili. Non.
on se bat dans les langues qu'on connaît. Et comme cette bataille s'adresse aux colonisateurs, il faut que ce que nous disons leur tombe bien dans l'oreille. Donc Macron n'a qu'à se calmer. Les panafricanistes vont utiliser de plus en plus le français parce qu'il est personnellement visé dans cette lutte. Mais ce que moi je voulais rajouter dans ce débat-là, c'est que quand vous allez sur les plateformes sénégalaises, congolaises ou bien maliennes, il y a de plus en plus cette aspiration à s'exprimer dans les langues bambara et dans le lingala pour que nos parents ou bien ceux qui n'ont pas la chance de parler le français puissent comprendre pourquoi ils sont en train de lutter contre la France, justement. Vous voyez, par exemple, quand vous écoutez les audios, les directs Facebook, vous allez beaucoup plus entendre les gens s'exprimer en bambara, en wolof. C'est vrai. Et surtout, ce qui est encore génial, quand vous allez à Kinshasa, vous allez les voir. Ils s'expriment en lingala et sur les plateformes, même à la télé, il y a le lingala qui domine. Aujourd'hui, je crois qu'au Togo aussi ça vient, puisque nous avons aussi beaucoup de radios communautaires aujourd'hui qui s'expriment dans nos langues locales. On est à deux chaînes de télévision dédiées, enfin je dis trois. Hier, New York qui diffusait même le match en bambara. En bambara, en swahili, en lingala et en ewe. Ça fait 4. J'étais vraiment fier. Ce matin, par exemple, avant de venir sur ce plateau, je suivais un match, le match Japon contre... le Japon joue contre le Costa Rica actuellement. Et je suivais ce match ce matin en ewe. Et ma fille était étonnée. Ma fille me dit, papa, c'est quelle télé tu as? Je lui dis, mais c'est New York TV. Elle dit, mais c'est en ewe. Je dis, oui. Mais c'est une manière aussi de dire... De promouvoir. De dire à l'extérieur qu'en dehors des langues du colonisateur... Oui, justement, c'est ce que je demandais. Ce travail fait par New World, par exemple, en diffusant la Coupe du Monde en bambara, en wolof, en swahili et en ewe. Est-ce qu'il ne faut pas accompagner ce mouvement pour imposer les langues africaines avant d'aller dans des communautés... Si la francophonie veut être crédible, elle doit accompagner ça. La francophonie le fait déjà. Est-ce que elle doit accompagner... C'est à la francophonie d'être crédible pour accompagner ce mouvement aux Africains eux-mêmes de donner du sens. Oui, les Africains feront ce qu'ils peuvent. Nous, on l'a fait. Aujourd'hui, mais quand mes vieilles du village viennent chez moi, mais ils sont braqués sur la chaîne Kabier. Il n'y a rien à faire, tu ne peux pas les en arracher. Au Togo, il y a la chaîne Kabier, la chaîne Kotokoli. J'imagine que chez les Kotokoli, quand la vieille vient, on met la chaîne Kotokoli, elle peut regarder à longueur de journée, de même en ewe. On va élargir à d'autres langues. Mais je crois que si le français est une richesse, ça doit être une richesse qui profite aux autres langues, surtout la langue de ceux-là qui font de ce français une richesse. Oui, mais justement, Gilles, par rapport à ta question, ça se structure déjà. Parce que, vous voyez, et même au Rwanda, quand vous allez sur leur plateforme, ils écrivent et ils font les audios en Kinyarwanda. C'est déjà une structuration qui est en train de naître. Le bambara, par exemple, quand vous allez au Mali, les francophones, ils parlent français, mais ils délaissent le français. Ils sont en train de structurer déjà cela. Donc ça va arriver. Comme je dis toujours, les démocraties occidentales ont déjà plus de 300-400 ans, 200-300 ans. Non, nous venons. Et je crois qu'aujourd'hui, avec la prise de conscience que nous avons déjà de débattre du fondement même de la francophonie dans nos États africains avec nos langues maternelles, c'est déjà une prise de conscience que nous devons aller loin dans nos langues maternelles. Il me semble que Louis Magloire avait un apport. Oui, c'est-à-dire, je crois qu'il ne faut pas négliger le fait que, y compris à la télévision, dans la plupart de nos pays aujourd'hui, il y a des émissions et des journaux qui se font dans les langues nationales, en direction d'un public qui n'est pas forcément francophone, mais qui a le droit à l'information lui aussi. Donc c'est un travail qui commence à être fait. De l'autre côté, on parlait du soutien de la francophonie aux langues africaines. C'est quelque chose qui existe. À l'UNESCO, il y a eu une initiative qui a été menée et dans laquelle les pays africains ont pu compter sur le soutien de la francophonie pour défendre les langues en voie de disparition. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait. Mais il faut aller beaucoup plus loin. L'idée ici, c'est de dire que quand on parle plusieurs langues, c'est mieux que d'être obligé d'en parler qu'une seule. Le français n'est pas né de façon ex nihilo. Il a fallu unifier le peuple français autour d'une langue qui avait des déclinaisons tout à fait différentes d'un point à l'autre du pays. Jusqu'à aujourd'hui, même en France, il y avait encore des dérivés du français. Absolument. Quand vous allez dans le sud, le français, le marseillais par exemple, c'est différent quand même de ce que le breton parle. Donc il y a quand même ces différences qui sont oui,
aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, vous avez des pays comme le Sénégal qui ont des langues véhiculaires dans lesquelles tout le monde peut se comprendre. Le Wolof, en l'occurrence. Vous prenez les deux Congos, vous avez le Lingala qui unifie. Et donc, je crois que plus on avance... un peu plus à l'est, le Swahili. Et plus à l'est, c'est le Swahili. Le Rwanda, le Burundi. Oui. Donc, je crois que cette façon de procéder-là, elle est peut-être lente, mais elle va porter ses fruits parce que c'est pas non plus imposer quelque chose aux gens, mais arriver à faire en sorte que les nations soient bâties, que les gens comprennent qu'ils font partie d'un grand ensemble et que c'est dans ce grand ensemble-là qu'ils peuvent se sentir forts. Et une fois qu'ils veulent s'ouvrir sur le reste, il leur restera le choix entre le français, l'anglais, le russe ou le chinois pour s'ouvrir sur le reste du monde. Mais il y a une question d'identité propre qu'il faut porter, et cette identité propre ne peut pas être avec la langue française. C'est dans nos langues qu'on doit la défendre, c'est dans cette langue-là qu'on doit penser et se représenter le monde dans lequel on vit. Ouais. Tout à l'heure, avant donc de finir la première partie, je vous demanderai les conclusions, comment on va dire ça, ce qu'on peut retenir du sommet de Djerba. Le temps que je demande à Segoviou Kegewe, finalement, est-ce que nos États ne se perdent pas dans ces communautés, dans ces associations, dans ces regroupements internationaux, la francophonie d'un côté, la CEDEAO de l'autre, SENSAD, Commonwealth, l'UEMOA, le Conseil de l'entente. Est-ce qu'on se retrouve dans tous ces regroupements? Est-ce qu'on sait la spécificité de chaque et on continue d'en créer? Non, on ne va pas comparer ce qui n'est pas à comparer. On peut comparer la francophonie au Commonwealth, c'est-à-dire que partager ensemble la richesse, à commencer par la richesse de la langue. Francophonie, Commonwealth, on peut les opposer, mais ils ne s'opposent pas, ils se complètent. Si vous comprenez français, vous voyagez. Si vous comprenez anglais, vous voyagez encore mieux. Donc, ils se complètent. Ça, c'est la réalité. Il suffit de sortir de ton pays et tu vois que c'est comme ça se passe. Maintenant, les autres regroupements, mais on avait fait la CEDEAO. C'est les francophones avec la manie des Français qui sont allés inventer UEMOA, monnaie commune, après entente, machin, c'est du désordre. Et vous savez que les Français aiment semer le désordre en Afrique. Le problème n'est pas qu'ils sèment le désordre, eux ils en tirent un bénéfice. Le problème c'est que les Africains se laissent imbiber dans ce désordre. Donc il y a la CEDEAO, après il y a l'UEMOA. Et maintenant, on regarde à gauche, on regarde à droite. Depuis qu'on dit qu'il faut en finir avec le CFA pour tuer la raison d'être de l'UEMOA, mais il y a des résistances. Donc, moi, je crois que on ne se perd pas dans ces différents sigles, appellations. Le Conseil de l'entente était au départ une histoire entre des présidents qui, même, disons, individuellement, étaient amis. Comme nous sommes amis, bon, faisons en sorte que les relations entre nos ressortissants, que certains de nos soucis soient partagés. À la base, c'est une bonne chose. Donc, je ne crois pas qu'on se perde. En Europe, il y a aussi autant de regroupements. Hein. En plus de l'Union européenne, il y a beaucoup de choses en bas. Hein. Donc, les Africains... C'est plus technique. C'est plus technique. Voilà. Oui, peut-être il faut faire des regroupements un peu plus techniques dans tel domaine, dans tel autre. Sinon, je crois que bon, on se bat comme on peut, mais les superflus autour d'une monnaie coloniale qui nous fatigue, il faut enlever tout ça là. Il y a d'autres enjeux maintenant, même qui se posent à la francophonie aujourd'hui. Hein. Par exemple, la francophonie, c'est un ensemble de pays même qui... Oui, Anani, ils m'ont fait signe que le temps imparti est terminé. On va faire une pause. Je vous redonne la parole juste après la pause. Et tout de suite, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.